Bonjour, bonsoir. Moi, je suis biologiste de la reproduction. Je travaille à l'hôpital Antoine Béclair et je suis professeur à la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre. Je suis pharmacien de formation et biologiste médical. Donc là, en ce moment, l'assistance médicale à la procréation est sous le feu de tous les projecteurs. On en parlera peut-être un peu à la fin, mais déjà, on m'a demandé de vous faire plutôt un topo grand public que j'ai déjà fait à la conférence citoyen dans le cadre des révisions de la loi de bioéthique, enfin, des états généraux, et puis aussi un certain nombre de journalistes. Et donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Donc l'infertilité, il y a une définition qui est donnée par l'OMS. C'est 12 mois une absence de grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers et sans contraception. Il faut bien différencier l'infertilité de la stérilité. La stérilité, c'est vraiment une impossibilité totale de concevoir. Et l'infertilité, on va peut-être pouvoir y recourir. Recourir, en tout cas, apporter quelque chose au couple. Il faut savoir que 15 à 20% des couples dans leur histoire vont consulter à un moment pour un problème d'infertilité. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Les causes d'infertilité, elles sont partagées égal à égal entre l'homme et la femme. Chez la femme, majoritairement, on va retrouver des troubles de l'ovulation ou une altération des trompes qui sont bouchées, ou bien une diminution du pool de follicules ovariens qu'on appelle la réserve ovarienne. Chez l'homme, globalement, c'est une altération spermatique qui va d'une diminution du nombre de spermatozoïdes à une totale absence de spermatozoïdes qu'on appelle azoospermie et dont les causes génétiques vous seront exposées un petit peu après par mon collègue et néanmoins grand ami, professeur Jean-Pierre Siffroy. Donc parfois, il n'y a aucune étiologie qui est retrouvée. Donc on prend quand même en charge ces couples et on a inventé un nouveau mot qui est l'infertilité d'origine idiopathique. Alors l'AMP est très très légiférée, elle est définie par la loi, en tout cas jusqu'en 2011, par l'ensemble des pratiques et biologiques qui permettent la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Donc la première loi de bioéthique, c'est juillet 1994, elle a déjà été révisée 2 fois, en août 2004 et en juillet 2011. Et là, elle est en pleine discussion par rapport à sa révision. On peut utiliser 2 types de procréation, soit en intraconjugal ou avec l'aide d'un tiers donneur, qui peut être un donneur de sperme, une donneuse d'ovocytes, voire même un couple qui cède ses embryons en vue d'un accueil d'embryons. Le don est anonyme et gratuit. Et depuis 2011, le donneur peut ne pas avoir procréé. On pourra en parler si vous avez des questions. Alors le cadre juridique, il est quand même très très bien défini. D'abord, l'AMP a pour finalité ou pour objet de remédier à l'infertilité, premièrement, du couple, d'éviter la transmission à l'enfant. Donc là, on parle d'un diagnostic génétique préimplantatoire ou à un membre du couple, et là c'est une nouveauté qui est apparue en 2004, et là on fait référence à des couples qui seraient sérodiscordants, donc transmission d'une maladie d'une particulière gravité. Et quelque chose d'important à signaler, le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Les conditions d'accès sont aussi très très bien définies. On va prendre en charge des couples constitués par un homme et une femme, mariés ou apportant la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans. Ceci a disparu depuis 2011. On a considéré que le couple, maintenant, ne devait plus faire la preuve de vie commune et avec l'évolution de notre société, n'avait pas besoin d'apporter la preuve qu'il était un couple, en tout cas en termes de vie commune. Il doit être en âge de procréer et vivant et consentant. L'insémination et le transfert d'embryons posthumes, pour le moment, sont interdits. Et le couple doit demeurer uni, c'est-à-dire qu'en cas de divorce, une femme ne peut pas demander le transfert d'embryons, par exemple, qui aurait été congelé. Les recherches biomédicales sur l'embryon ont été interdites jusqu'en 2004. À titre exceptionnel, des études peuvent être menées sur l'embryon, mais sans porter atteinte à son intégrité. Et les recherches fondamentales ont été strictement interdites
En 2004, il y a eu une dérogation possible pour une période limitée de 5 ans. Cette période a disparu avec la loi de 2011 et qui a rendu la possibilité de faire de la recherche sur l'embryon de manière pérenne. Elles peuvent être donc autorisées, y compris sur les cellules embryonnaires, donc y compris pour dériver des cellules souches embryonnaires, si elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à condition de ne pas pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable. Voilà, depuis 2013, la recherche sur l'embryon, ou 2013, est autorisée, donc ce n'est plus un système dérogatoire, c'est une vraie autorisation. Alors, comme je vais dérouler un petit peu les objectifs de l'AMP en essayant de vous donner quelques pratiques cliniques, tous les chiffres que je vais vous montrer sont extraits du bilan d'activité de l'Agence de la biomédecine qui récupère toutes les activités sur le plan national. Donc la première technique qu'on peut utiliser pour pallier à l'infertilité d'un couple, c'est l'insémination de sperme, donc soit en intraconjugal, soit avec un tiers donneur. Il s'agit d'apporter, de placer des spermatozoïdes préalablement préparés au laboratoire dans l'utérus de la patiente, en espérant qu'il y ait donc une migration, une fécondation, donc pour le moment in vivo. Sachant tout de même que cette technique n'est possible que si les trompes ne sont pas bouchées. On peut utiliser une stimulation ovarienne, mais qui est très douce, avec une croissance mono ou paucifolliculaire. Le sperme doit être quand même de bonne qualité, y compris pour un donneur. Et vous voyez qu'il y a plus de 54 000 inséminations qui ont été réalisées en 2015, majoritairement en intraconjugal. Alors, on peut passer à des techniques un peu plus invasives. Lorsque les inséminations ne marchent pas, on va faire des fécondations in vitro. Pour cela, il est nécessaire de stimuler la patiente, donc avec un traitement hormonal, et c'est ce qui est représenté ici en rouge dans les ovaires. Il va falloir faire une ponction de ces follicules, donc au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou locale, à peu près en 20 minutes. On va récupérer donc du liquide folliculaire, les gynécologues récupèrent du liquide folliculaire, que nous, au laboratoire, on analyse en vue de récupérer des complexes cumulo-ovocytaires. Et on va pouvoir ensuite faire une fécondation, soit par fécondation in vitro conventionnelle, où là vous voyez ce complexe cumulo-ovocytaire et tous les petits points blancs sont des spermatozoïdes qu'on va rajouter à ces complexes, soit en utilisant la technique d'ICSI, qui est l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovocyte. Là, c'est le nombre d'ovocytes qui ont été injectés en 2015 ou fécondés par FIV conventionnelle. Plus de 20 000 FIV ont été faites sur notre territoire en 2015 pour plus de 41 000 ICSI, très peu en dons de sperme, très peu en dons d'ovocytes, un petit peu plus dans le cadre de l'ICSI avec dons de sperme ou dons d'ovocytes. Alors après la fécondation au laboratoire, nous avons en charge la culture des embryons. Cette culture, elle va aller du stade zygote, donc du stade une cellule, jusqu'au stade de blastocyste. Après, il faut transférer les embryons ou les congeler parce qu'on ne sait pas aller plus loin et on ne serait même pas autorisé à le faire. Et du coup, nous, notre travail au laboratoire, c'est de cultiver ces embryons, de décider si on transfère les embryons au stade clivé, c'est ce qui est représenté ici, ou au stade de blastocyste, mais surtout de sélectionner le ou les 2 embryons à transférer qui auraient le maximum de chances de s'implanter. Et comme vous le voyez, sur les 300 000 embryons obtenus en 2015, la moitié a été transférée ou congelée et plus de la moitié a été tout simplement détruite puisqu'il n'était pas évolutif. Alors, le transfert embryonnaire, c'est un geste très simple. Il s'agit donc de mettre un embryon dans un cathéter. C'est ce que fait le biologiste. En revanche, c'est le gynécologue qui va insérer le cathéter dans l'utérus de la patiente et déposer l'embryon ou les 2 embryons à l'intérieur de l'utérus. C'est 82% des ponctions qui s'accompagnent d'un transfert. Et il faut savoir que dans 40% des cas des ponctions, on va congeler des embryons surnuméraires. Vous voyez, plus de 68 000 embryons congelés en 2015. On peut aussi du coup décongeler les embryons qu'on a congelés et les transférer.
Là, on parle de transfert d'embryons décongelés. 47 000 embryons, plus de 47 000 ont été décongelés en 2015 pour 68 000 congelés. Donc vous voyez que le turnover n'est pas exactement le même. Donc au fur et à mesure, les embryons s'accumulent. Nous avons fait plus de 28 000 transferts d'embryons décongelés, majoritairement en intraconjugal, mais également issus d'embryons surnuméraires du don. Alors la conservation des embryons, en 2004, avec la première révision de la loi, on a autorisé les couples à arrêter leur projet parental et de demander soit la destruction des embryons, soit le don des embryons à un autre couple, soit le don pour la recherche. Et vous voyez qu'à l'heure qu'il est, je dirais qu'on a une majorité des couples, bien sûr, qui ont un projet parental en cours et qui conservent leurs embryons. Certains arrêtent leur projet parental, 15% des cas. Et vous voyez qu'à l'heure qu'il est, on a plus de 21 000 embryons qui ont été donnés à la recherche et qui sont très très peu utilisés. Et l'autre fait marquant, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui sont perdus de vue. Je suis désolée, alors c'est trop petit ici et là c'est trop loin. Mais on se retrouve avec beaucoup de couples qui ne répondent plus à nos courriers, nos relances annuelles, et qui, en quelque part, abandonnent leurs embryons. En 2015, il y a plus de 2000 couples qui ont demandé la destruction de leurs embryons, et il y avait autour de 6700 embryons qui ont été détruits. Alors, le deuxième objectif de l'AMP, c'est éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité. Je ne peux pas m'empêcher de montrer au moins une diapositive, puisque c'est ma mathématique principale, en tout cas me concernant. Donc, ce sont des couples qui ont un risque de transmettre une maladie génétique avérée. Il s'agit dans ce cas de faire une fécondation in vitro, un prélèvement d'embryons, soit au 3e jour, soit au 5e jour, et de pratiquer une analyse génétique sur les cellules prélevées. Pour information, en 2015, il y a plus de 1000 tentatives qui ont été réalisées et 227 enfants sont nés après l'utilisation d'un DPI. Un troisième objectif de l'AMP, c'est préserver la fertilité ultérieure. Donc ça aussi, on fait référence à la loi de la révision de 2004, donc, où il a été clairement demandé que toute personne qui avait enfant, femme, adulte, enfant, femme, homme, qui avait potentiellement un traitement stérilisant ou une pathologie affectant leur gonade, finalement, ces personnes pouvaient bénéficier d'une préservation de leur fertilité via la congélation de sperme, d'ovocytes ou bien de tissu germinal. Alors, en termes de qualité des soins, vous voyez qu'on est à peu près à l'échelle nationale en intraconjugal ou dans le cadre du don de sperme ou du don d'ovocytes dans des résultats qui tournent autour de 20% d'accouchements. L'insémination en intraconjugal ne marche pas très bien, on est à 10% d'accouchements. Marche un peu mieux dans le cadre du don de sperme. Mais si on rajoute les accouchements issus du transfert d'embryons congelés, on monte finalement à 25% d'accouchements par tentative. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des questions qui étaient soulevées qui sont en cours de discussion pour la révision de la prochaine loi. Donc, c'était aussi un petit peu pour ouvrir la discussion. Donc, on parle de changer les conditions d'accès à l'AMP et de l'ouvrir aux couples de femmes ou aux femmes célibataires. Il est beaucoup question aussi de la levée de l'anonymat du don de gamètes ou au moins, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou donner un accès aux origines aux enfants issus du don qui le demanderaient. L'autoconservation des ovocytes pour toutes les femmes qui souhaiteraient le faire, et pas seulement parce qu'elles ont un cancer. La conception posthume est également en discussion. La grossesse pour autrui, bon, c'est évoqué également, mais sincèrement, même j'en suis sûre, ce ne sera pas ouvert pour le moment. Et même au titre d'une demande d'égalité entre les couples d'hommes et les couples de femmes. La création d'embryons pour la recherche est aussi en cours de discussion. Et également ouvrir les indications du DPI, non plus seulement aux maladies héréditaires, mais également aux aneuploïdies qui mettent en péril la grossesse ou l'enfant.
Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que sur 800 000 enfants nés en France en 2015, il y a 3,1% des enfants qui sont issus d'une AMP. Donc ce qui commence, ça augmente tout doucement, progressivement. Vous voyez, on était un petit peu plus bas à 2,9 et puis ça passe à 3, puis à 3,1, voilà. Un enfant sur 32 est donc issu d'une AMP en 2015. Donc ça veut dire que quand on fait un cours et qu'il y a 30 étudiants, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a probablement un enfant qui est issu d'une AMP. 5% des enfants conçus de l'AMP sont nés grâce à un don. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la grande majorité des enfants issus d'une AMP. 4% du don de spermatozoïdes, très peu du don d'ovocytes, et alors vraiment très très confidentiel, il n'y a que 27 enfants qui sont nés après un accueil d'embryons. Voilà, je vous remercie pour votre attention.